C'est parti. Inès, c'est parti. Grand 4, qui est vraiment l'aboutissement de ce truc-là. Donc, je fais une petite annonce quand même. Vous êtes presque sûr qu'il y aura de l'induction au concours blanc. Je tiens à préciser qu'il n'y aura pas que de l'induction au concours blanc. C'est un concours blanc, d'accord? En tout cas, vous êtes sûr qu'il y en aura. Vous êtes également sûr qu'il y aura des graphes au concours blanc d'informatique. Et vous êtes sûr qu'il y aura du potentiel pH au concours blanc de chimie. Voilà, d'accord? Donc, juste... Diagramme EPH. On est toujours dans le même chapitre, c'est un grand 4. Petit 1. Définition et première propriété. Alors, les diagrammes potentiels pH, c'est vraiment tout l'aboutissement de la chimie du deuxième semestre. Vous l'utiliserez énormément, ça tombe systématiquement au concours. Il y en a tout le temps, dans chaque épreuve. C'est vraiment le truc de base. Et surtout parce que c'est l'oxyde de réduction, il y a un chapitre qui fait le lien entre le programme de chimie de la sup et le programme de chimie de la spé. Donc, forcément, tout se passe bien pour brancher ça. D'accord ? Alors en fait, d'une certaine façon, vous savez déjà ce que c'est qu'un diagramme potentiel pH parce qu'en fait, vous avez les deux sous-espèces vectorielles qui génèrent un diagramme potentiel pH, si on veut parler de façon un peu vulgaire. Vous vous souvenez qu'on on a fait les diagrammes de prédominance, enfin les domaines de prédominance en acide-base, ou les domaines d'existence pour les précipités de type hydroxyde métallique, sur un axe horizontal. D'accord? Donc un truc gradué en pH avec des... On a fait sur un axe vertical les domaines de prédominance redox. Vous vous souvenez, les oxydants sont prédominants au-dessus du potentiel standard et les réducteurs prédominants en dessous. Et bien en fait, on va donc brancher les deux ensemble. Et donc un diagramme potentiel pH, c'est simplement un diagramme qui indique pour une valeur de potentiel et de pH donnée, quelle est l'espèce qui est prédominante dans une solution. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors il y a un peu de précision à faire, mais dans le principe c'est ça. Donc un diagramme potentiel pH. Donc ce diagramme se note en général EPH pour les intimes, d'accord, est un diagramme indiquant quelle espèce prédomine pour un pH et un potentiel donné. Alors, petite remarque, pH est en abscisse et E en ordonnée. Donc un diagramme potentiel pH, de base, ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Et vous avez à l'intérieur des espèces qui vont se balader. Petite remarque, ce diagramme n'est pas limité au premier cadran, puisque le potentiel peut être négatif. D'accord ? Donc il est bien sûr limité au pH positif. Théoriquement, je ne devrais pas prolonger ça. Ça devrait ressembler à ça. Donc en général, le pH, il comprend entre 0, bien sûr, et 14 si vous êtes en solution aqueuse. Par contre, le potentiel, lui, peut prendre des valeurs plus ou moins fortes. Et en particulier, il peut avoir des valeurs négatives. D'accord là-dessus? Alors ça, c'est la définition générale. Il s'avère en fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un diagramme potentiel pH et qu'en général, on va la restreindre. Et très souvent, en fait, le diagramme potentiel pH ne va concerner qu'un seul élément. Par exemple, on parlera du diagramme potentiel pH du fer, du diagramme potentiel pH du soufre, du diagramme potentiel pH du chrome, de celui de l'uranium, etc., etc. Et donc, ce qui va considérablement réduire le nombre d'espèces qu'on va considérer dans le diagramme. D'accord? Donc, en général... un diagramme EPH. Alors, on va avoir plusieurs choses. Non, c'est pas comme ça. Se limite à un élément et ses diverses espèces. On peut faire d'ailleurs une sélection sur le sujet.
Je vais donner un exemple. Par exemple, si je prends le EPH du fer, va représenter. Donc, vous allez avoir le fer solide, vous allez avoir Fe2+, vous allez avoir Fe3+, et puis vous aurez par exemple FeOH 2 fois et FeOH 3 fois. C'est un exemple, vous n'allez pas passer le connaître, mais voilà l'idée. D'accord ? Donc on va travailler sur ce, je prends celui-là comme exemple parce que c'est celui sur lequel on va travailler pour que vous voyez la tête que ce diagramme a. Enfin en tout cas les genres de trucs, et puis on va essayer de faire les choses. Alors, une fois qu'on a fixé ça, il y a un truc qui est extrêmement important, c'est qu'en fait un diagramme potentiel pH fixe une convention de concentration. Autrement dit, en fait, le diagramme potentiel pH dit, en fait, on va choisir que toutes les concentrations des espèces en solution valent tant. La seule concentration qui va avoir le droit de varier dans un diagramme potentiel pH, c'est celle de H+. Pour des raisons évidentes, parce que si vous fixez la concentration en H+, vous ne pouvez plus changer le pH. D'accord ? Donc ça, c'est une convention. En général, c'est écrit sur le diagramme. On vous dit, voilà, C0 égale 0,1 mol par litre, 0,01 mol par litre, etc., etc. Donc, on fixe par convention les concentrations en soluté, donc hormis H3O+, et donc qui, si H3O+, aura bougé, qui va bouger aussi forcément OH-, d'accord, quand même. Hormis ça, par une concentration unique C0. Donc C0 peut valoir, alors il y a peu de conventions usuelles, très souvent, soit c'est 1 mol par litre, ce qui est extrêmement pratique parce qu'au log, toutes les concentrations, en tout cas le log de ces concentrations va donner 0. Il y a 0,1 régulièrement, après 0,01, mais c'est plus rare. C'est juste histoire de fixer un peu les choses. Donc, un diagramme potentiel pH, c'est donc simplement ce truc-là par définition. Le choix d'une espèce souvent métallique, mais pas forcément. Encore une fois, si je vous donne le diagramme potentiel pH du soufre, par exemple, le soufre n'est pas un métal, d'accord ? Mais très souvent, ce serait une espèce métallique. Donc le fer, le cuivre, le zinc, le titane, le tungstène, tout ce que vous voulez. Enfin voilà, a priori, sans aucune forme de problème. Et une concentration pour désigner les diverses choses. Alors, le cours, à partir de maintenant, va être un peu bancal pour une raison très simple, c'est que vous n'êtes pas censé savoir construire un diagramme potentiel pH ex nihilo, d'accord ? C'est-à-dire on vous donne des données, puis on vous dit démerdez-vous. Par contre, vous êtes censé justifier quasiment l'intégralité des aspects d'un diagramme potentiel pH. Donc en fait, c'est le même problème que pour les diagrammes de Bode. Vous n'êtes pas censé construire un diagramme de Bode comme ça à partir de rien, mais vous êtes censé savoir trouver l'intersection des asymptotes, la pente, le machin, donc grosso modo, ça revient un peu au même. Okay. Donc très souvent, effectivement, vous n'aurez pas un diagramme complet à construire, mais on vous présentera un diagramme, et on vous dira, justifier le point d'intersection entre deux trucs, justifier la pente là, justifier l'asymptote à l'origine, ou à partir du diagramme, trouver le pK de tel couple, etc. etc. D'accord ? Donc on va essayer je vais essayer de vous montrer un peu comment ça se passe, et on va essayer de comprendre la structure d'un diagramme, en particulier avec le diagramme potentiel pH du fer. D'accord là-dessus ? Voilà, c'est celui-là qu'on va regarder. Je vais prendre un exemple pour que ce soit clair, histoire de ne pas faire des grandes phrases qui soient complètement bizarres. Et on y va. D'accord ? Alors, donc, je vais passer un petit 2. Je vais appeler ça allure d'un diagramme potentiel pH. Et je vais prendre... est-ce que le fer est un bon exemple pour l'instant ? Ouais, le fer c'est un bon exemple. Exemple du fer. Voilà l'idée. Alors je vais juste me récupérer 2-3 données thermodynamiques parce que bien entendu je ne les connais pas par cœur. Mais ça c'est pas très grave, j'en ai pas pour longtemps. Vu que comme vous l'avez constaté, votre planche d'exo sur le sujet est remplie de données thermodynamiques qui vont bien. J'ai ça et je les ai. Voilà. Alors, donc,
Donc, on considère. Donc déjà, quand vous faites un potentiel pH, on doit vous donner la liste des espèces qui sont sur le diagramme potentiel pH. Ce n'est pas à vous de la deviner. En général, il y a des diagrammes potentiel pH où on fait toutes les espèces parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Si par exemple vous faites le diagramme potentiel pH du soufre, vous pouvez avoir littéralement plus de 25 espèces différentes si vous ne faites pas un truc simplifié. Le soufre, il y en a juste partout. D'accord ? Donc en général, on fait un truc simplifié, on enlève les machins, etc. etc. D'accord ? Donc on considère le fer solide, Fe2+, à queue, Fe3+, à queue, et les deux précipités du fer, FeOH 2 fois solide, et FeOH 3 fois solide. Donc ça signifie que vous allez avoir combien d'espèces? C'est pas une question difficile. Et donc comme vous avez 5 espèces, vous aurez donc 5 domaines de prédominance a priori. D'accord ? Voilà. D'accord ? L'idée est relativement... Donc voilà, ça c'est la base. Donc, c'est petite remarque, hein, si vous voulez le noter, ça, cette liste, c'est fourni, hein, d'accord ? On vous dit, voilà, ce qu'il y a dans ce diagramme potentiel pH. Alors, il peut arriver plusieurs choses. Un des trucs qui arrive le plus souvent, c'est on vous donne le diagramme potentiel pH déjà tracé, mais donc vous avez les 5 domaines, mais il n'y a pas les espèces dedans. On vous dit, tiens, essayez de trouver quelle espèce, etc., etc. Donc, pour comprendre l'allure du diagramme, ce qu'on commence par faire toujours, c'est de en fait classer les espèces par nombre d'oxydation. Autrement dit, quelles sont les espèces qui ont le même nombre d'oxydation? Vous vous souvenez, on avait appelé ça, on avait dit que c'était des représentations différentes du même degré d'oxydation. Donc en particulier ici, on va regarder, donc on va essayer de déjà regrouper les espèces en fonction du NO du fer. C'est lui qui nous intéresse dans cette histoire. D'accord ? On va voir ce qui se passe. Donc, on regroupe les espèces par NO. Par NO identique. Ah, et petite remarque, j'ai oublié de préciser la convention. Et je vais dire que C0 est égal à 0,1 mol par litre. Voilà, donc c'est le C0 d'avant. Donc je dis que les espèces en solution, c'est 0,1 mol par litre. Alors on y va. Lui, il est à quel NO? 0. Fer solide. Lui, il est à quel NO? Plus 2, effectivement. Lui, il est à quel NO? Plus 3. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Lui, il a quel NO? Plus 2, effectivement, vous voyez qu'en fait, c'est Fe2+, sur lequel on a collé des OH-, d'accord? Donc, effectivement, vous allez avoir FeOH 2 fois ici. Et lui, il a quel NO? Plus 3. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Ça vous raconte qu'en fait, votre diagramme potentiel pH va être organisé en 5 domaines de prédominance, mais qu'en fait, il va être représenté par 3 bandes. Des espèces de bandes plus ou moins horizontales, d'accord, qui seront la bande des espèces à 0, la bande des espèces à plus 2, la bande des espèces à plus 3. D'accord ? On va regarder ça. Donc, ceci indique que le diagramme sera organisé en 3, moi j'appelle ça des bandes, en 3 bandes, une par NO. D'accord, c'est l'idée. Alors pour l'instant, c'est vraiment juste histoire d'allure. C'est vraiment l'histoire de... Je vous informe, grosso modo, vous allez avoir un truc qui va être comme ça, on ne sait pas trop pour l'instant. Ça va être la bande à plus 3. En dessous, vous allez avoir un truc qui va être la bande à plus 2. Pour l'instant, je fais les frontières toutes floues. D'accord ? Et ensuite, vous allez avoir une troisième bande qui est la bande à 0. Donc, vous remarquez que je ne les ai pas mis n'importe comment. Et ça, c'est systématique dans un diagramme potentiel pH. Les bandes sont toujours organisées par NO. Enfin,
Disons que plus vous êtes haut dans le diagramme, plus vous êtes à un nombre d'oxydation haut. D'accord? Donc là, ça c'est le premier truc. Hein. Elles sont organisées par NO croissant vers le haut. Ce que ça vous raconte déjà, c'est que si on vous donnait l'allure du diagramme, d'accord? Où serait le fer solide? Il serait effectivement dans la bande 0, puisque c'est le seul représentant. D'accord? Par contre, ce que vous ne savez pas, vous, c'est... Vous voyez que là, pour l'instant, j'ai que 3 domaines. Donc déjà, il y a une première propriété qui est extrêmement importante, c'est que les frontières entre ces diverses bandes sont continues. Autrement, il n'y a pas de saut. D'accord? Il n'y a pas à un moment donné un truc qui décroche ici. Oui. Donc si on a une espèce sur une délimitation de bande... Ça n'existe pas. Les espèces sont forcément dans chaque bande. Okay. Ça veut dire que dans cette bande à plus 3, tu auras Fe3+, et FeOH 3 fois. Pour l'instant, tu ne sais pas dans quel sens c'est. Dans la bande 2, tu auras ces deux-là. Et dans la bande 0, tu n'auras que ça. Okay. Voilà. Oui. Et vous les avez tracés un peu souvent, ça descend. Mais pour l'instant, vous n'avez aucune idée de pourquoi. Mais vous inquiétez pas, on va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors, c'est parce que le gros ingrédient, il arrive. D'accord? Les frontières entre chaque bande sont continues. Et en fait, sont le tracé de l'équation de Nernst entre le couple au-dessus et le couple en dessous. C'est ça, la frontière entre deux trucs. Et on va essayer de le faire ensemble. Ils sont en fait le tracé de l'équation de Nernst entre les couples, entre les espèces de part et d'autre. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc là, je vais me concentrer sur un truc pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Donc, ce que je vais faire maintenant est a priori quelque chose que vous n'êtes pas censé faire spontanément. Par contre, on peut vous dire, tiens, il y a cette frontière-là. Est-ce que vous pouvez expliquer d'où elle vient une fois que vous avez identifié les diverses choses? D'accord? Alors, l'idée est très simple. Alors, je sais pas dans quel ordre je le fais. Alors, je vais continuer sur les généralités. Voilà, enfin, je m'arrête là. Avant les exemples. Ensuite, à l'intérieur d'une même bande, ce que vous allez retrouver, c'est la prédominance en fonction du pH. D'accord? Vous vous souvenez que ça, vous vous souvenez ce cas-là, on l'a fait. J'ai fait un cas spécifique à la fin du chapitre sur la précipitation. Vous voyez, j'ai fait cas des hydroxydes métalliques, je ne sais pas si vous vous souvenez. Où est-ce que ça prédomine FeOH 2 fois? Plutôt côté basique ou plutôt côté acide? Plutôt basique, hein, parce que pour qu'il y ait FeOH 2 fois, il faut qu'il y ait du OH-. De la même façon que pour qu'il y ait du FeOH 3 fois, il faut qu'il y ait du OH- dans cette histoire. Et donc en fait, les bandes ensuite vont être découpées en les divers représentants selon le même ordre que les prédominances ou les existences en pH. Oui. Ça sera vachement plus clair quand je ferai un exemple dans 10 secondes. Voilà. C'est juste. Je vais faire la structure générale de ce truc-là et on va retrouver ensuite. Voilà. Dans 3 minutes, ta question et va être beaucoup plus clair. Donc ensuite, chaque bande est découpée avec des frontières qui seront systématiquement verticales. D'accord? Avec des frontières verticales selon la prédominance en pH. D'accord? Autrement dit, votre diagramme potentiel pH du fer, même si vous connaissez strictement rien à la façon dont ce diagramme est construit, vous savez qu'il va avoir la tranche suivante. Donc, je fais une délimitation ici, d'accord? Donc ça, c'est la frontière entre le domaine 2 et le domaine 3. D'accord? En gros, hein, vous pouvez l'écrire comme ça se note pas comme ça, mais c'est rigolo. Ça, c'est la frontière entre les espèces A2 et les espèces A3.
Ici, vous allez avoir un truc, on ne sait pas trop, et ça, c'est la frontière entre les espèces à plus 2 et les espèces à 0. Vous savez ensuite qu'en plus 2, on avait combien de représentants? Il y en avait 2, donc vous savez qu'il y a une frontière quelque part, qui est verticale entre les deux. Elle est, je sais pas, je la fais au pif, hein, d'accord? En 0, il y avait combien de représentants? Un seul. Et en 3, il y avait combien de représentants? Il y en avait 2 qui sont séparés par une frontière verticale. Pareil, je la mets au pif, je ne sais pas où elle est, d'accord? Pour l'instant, j'ai aucune idée. Bon, je le fais là parce que je le sais, mais voilà. Non, mais bon. Oui. Non, ça et ça se voit pas. Oui. Non, absolument pas. Elle se voit pas. Enfin, dans les cas simples comme le faire en tout cas. Donc maintenant, en fait, ça va être... Donc ça, je vous dis ça et je vous dis maintenant, on va placer les espèces. Même si vous connaissez rien à Nernst, cette analyse de mettre des nombres d'oxydation et des dominations de pH fait que vous pouvez placer les espèces. Par exemple, ici, ce sera quoi? Ça sera le fer. C'est le seul représentant du degré d'oxydation 0. C'est clair pour tout le monde, ça? Donc ici, ça, c'est le fer solide. Ici, en fait, vous voyez que j'ai 2 domaines. Vous voyez d'ailleurs que miraculeusement, j'ai 5 domaines là. Voilà, enfin, miracle. C'est pas un vrai miracle, mais bon. Ici, ce sera lequel, à votre avis? Ce sera effectivement Fe2 plus ou FeOH deux fois? Alors, je rappelle, pH ici, E ici. D'accord? Vous suivez le domaine sans vous poser la question des pentes. Qui domine au pH? C'est celui avec OH, d'accord? Donc ici, vous aurez FeOH deux fois. Et donc ici, vous aurez Fe2 plus. D'accord? Si vous avez pigé, qu'est-ce que j'ai là? J'ai Fe3 plus, d'accord? Et ici, j'ai FeOH 3 fois solide. D'accord? On est au clair là-dessus? C'est aussi simple que ça, dans l'identification des domaines. Alors pour l'instant, oui. Là, ça va, mais théoriquement, oui. Théoriquement, oui. Je le fais, allez. T'as raison de me reprendre, c'est pas bien. Ah, théoriquement, il faut le faire. On est d'accord là-dessus? À partir de ce moment-là, ça vous raconte que, par exemple, cette frontière-là, ce machin-là que j'ai fait de façon complètement tordue pour l'instant, d'accord? C'est la frontière entre quelles espèces? Entre Fe3+, et Fe2+. Donc cette frontière-là, c'est la représentation de l'équation de Nernst appliquée au couple Fe3+, Fe2+. Cette frontière-là, ce sera l'application de l'équation de Nernst appliquée au couple. L'équation de Nernst, vous savez ce que c'est? C'est bien E en fonction de quelque chose qui dépend du pH en fait. Donc c'est E égale l'équation éventuellement en fonction du pH. C'est ça que ça veut dire. C'est là, c'est... D'accord? En fait, l'intersection des deux, ce sera le moment où les deux potentiels sont égaux et les pH sont égaux. Quand il y en a 3, c'est-à-dire celle-là et celle-là. En fait, on va le faire autrement. En général, tu sais qu'il y a un changement de pente. Ça se détermine de façon autonome. Et donc, le changement d'équation de Nernst se fait à ce moment-là. Mais encore une fois, vous n'avez pas à faire ça spontanément. Très souvent, le potentiel pH, il est donné. Encore là, j'entretiens le mystère, mais en fait, en théorie, c'est beaucoup plus clair que ça. On est d'accord là-dessus? Pareil. Donc ça, en fait, c'est Nernst entre Fe2 plus et Fe3 plus. Pour ce bout-là. On va voir si vous avez pigé. Ce bout-là, par exemple, ce truc-là, cette partie-là, ce sera qui? Entre Fe2 plus et Fe. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je présente ça comme ça, c'est que je veux vraiment que vous compreniez que même si vous ne connaissez pas l'équation de Nernst, même si vous n'avez aucune idée de ce que c'est que l'oxydoréduction, à partir du moment où vous connaissez les NO, vous pouvez identifier les divers domaines. D'accord? On n'a pas fait de Nernst, on n'a même pas fait de couple jusqu'à preuve du contraire. On est juste parti de la liste des espèces, on a déterminé les NO, et on les a placés sur le diagramme potentiel pH. Petite remarque, si vous gaulez là-dessus, c'est mort. Parce que vous n'aurez pas les bonnes frontières, vous n'aurez pas les bons Nernst, etc., etc. On est d'accord? Donc le plus important, où il ne faut pas se rater, c'est dans telle espèce est là, telle espèce est là, telle espèce est là, telle espèce est là, si jamais on vous demande de compléter le diagramme potentiel pH. Je t'écoute.
Exact, parce que en fait, tu vois bien que, par exemple, j'ai pas FE3+, FEOH deux fois. Mais parce que j'ai placé mes frontières verticales au pif, ça se trouve, c'est pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'on vous donne l'allure du potentiel pH, parce que comme ça, vous n'avez pas tout ce travail à faire de dire, attends, est-ce que là, j'ai une frontière, est-ce que ça, en fait, ça c'est une simplification considérable. On vous dit que, grosso modo, c'est des frontières qui existent dans le diagramme, alors qu'effectivement, là, par exemple, la frontière FE3+, FEOH deux fois, avec les choix, certes un peu au pif que j'ai fait, n'a pas l'air d'exister. D'accord? Voilà l'idée. Ce que ça raconte en fait, c'est tout simplement que FE3+, disparaît avant que FEOH deux fois apparaisse. Et donc, il n'y a aucune raison de considérer cette frontière-là. On est d'accord là-dessus? Donc maintenant, on va aller un tout petit peu plus loin. Je vais donc le faire. Je vais essayer de trouver l'équation de cette frontière-là, la frontière violette. Voir un peu la tronche ça. On va voir. Et après, je ferai la frontière... Enfin, je vais faire les deux là. Donc, par exemple, entre FE2+, et FE3+. Alors, il faut donc que j'écrive l'équation de Nernst. L'équation de Nernst, c'est quoi la première chose à faire quand on écrit, avant d'écrire l'équation de Nernst? Concentre-toi, Thomas. Hein? Oui, mais avant, il faut écrire quelque chose quand même. La demi-équation électronique. Même si c'est pas très difficile, il faut le faire. D'accord? Donc, j'écris d'abord la demi-équation électronique. FE3+, plus électron, donne FE2+. Voilà. Ensuite, j'ai écrit l'équation de Nernst, d'accord? Et bien sûr, je l'écris à l'équilibre, sans problème. Donc, E égale, alors ici, je vais vous donner les valeurs ensuite, je les ai. Donc, ça s'écrit comment, l'équation de Nernst, là? Donc, E0 de FE3+, et FE2+. Plus. Moins. Oui. Moins 0,06, je vais faire des trucs simples. Sur 1. Sur 1, d'accord, donc voilà. Fois le logarithme décimal de la concentration en FE2+, sur la concentration en FE3+. D'accord? Alors, petite remarque, ça se simplifie considérablement parce que vous savez que la concentration en FE2+, par convention sur la frontière vaut C0 et que la concentration en FE3+, par convention sur la frontière vaut C0. D'accord? Donc ce truc-là vaut 1, d'accord? Et donc ce log vaut 0. Et donc en fait, E est égal à E0 de FE3+, FE2+. Autrement dit, c'est une droite, enfin un segment plus exactement, horizontal. D'accord? On est d'accord que c'est un segment horizontal? Voilà. Ceci est un segment horizontal. Petite remarque, une des questions qu'on peut vous poser, c'est vous donner des diagrammes potentiel pH avec la valeur ici et vous demandez de déduire la valeur du potentiel standard. Vous faites tout ça et vous dites, ah bah en fait je me rends compte que l'ordonnée à l'origine c'est bien le potentiel standard. D'accord? Ça marche pas à tous les coups. On va voir le cas avec d'autres trucs, on va en faire plusieurs. D'accord? Donc ça c'était le premier pardon. Je vais en faire 3. Le deuxième que je vais faire c'est entre FE2+, et FE. D'accord? Alors, petite remarque, hein, je vais mettre les données au passage. FE2+, FE3+, FE2+, c'est 0,77 volts. D'accord? Voilà. Le deuxième, c'est entre FE2+, et FE. Alors pareil, même punition, même motif. J'écris d'abord ma demi-équation électronique. C'est écrit comment celle-là? FE2+, plus 2E- donne FE solide. Et mon équation de Nernst à l'équilibre s'écrit donc E0 de FE2 plus FE, ça ne change pas. Moins 0,06 cette fois sur 2. Logarithme décimal. Alors là, on va aller un peu plus vite. Qu'est-ce que j'ai au numérateur? 1. Et au dénominateur? Qui vaut quoi? Qui vaut C0. D'accord? Et donc en gros, ça vous raconte que c'est E0 de FE2 plus FE. C0 vaut 10 moins 1. Donc 1 sur C0 vaut 10 puissance 1. Donc le log vaut 1. Donc vous aurez en fait moins 0,03 volts.
Donc faites vachement gaffe. L'ordonnée à l'origine ou même la position d'une frontière n'est pas forcément le potentiel standard. C'est souvent le potentiel standard si vous avez deux espèces aqueuses. D'accord? Et que les puissances sont les mêmes. Souvent avec les métaux, c'est bon. D'accord? Mais si vous avez une espèce aqueuse et une espèce solide, d'accord? Le C0 n'apparaît qu'une seule fois dans votre fraction. Donc ça décale. D'accord? En petite remarque, ce truc-là, ça vaut quelque chose. Il fait de plus, ça vaut moins 0,04 volts. Donc à l'arrivée, on se retrouve avec 0,07 volts et un magnifique moins 2. Pour celles et ceux qui se posent la question, si jamais on avait trouvé un potentiel plus grand que celui là-bas, vous voyez en fait que dans mon diagramme, cette frontière-là et cette frontière-là auraient été inversées. Ça vous raconte que Fe2+ est à la fois prédominant en haut et prédominant en bas, autrement dit, qui se dismute. Parce qu'il ne peut pas être prédominant, enfin en tout cas, les deux conditions de prédominance ne peuvent pas coexister. C'est ce qui arrive pour le cuivre en particulier. Oui. Ça veut dire que, par contre, on a peut-être mal placé la frontière parce qu'elle est dans les positifs. Ah oui, non, mais là j'ai fait n'importe quoi. Mais là pour le coup, je vais pouvoir commencer à bosser un peu mieux. D'accord? Mais vraiment, ce truc dégueulasse que je suis en train de faire là, c'est pour vous montrer qu'en fait, même si vous n'avez aucune idée de comment ça marche, le fait de distribuer les espèces sur le diagramme potentiel pH, ça demande rien. C'est juste, on classe les trucs par NO croissant et par prédominance pH croissante. Donc, bien sûr, ça signifie que sinon je fais un truc un peu plus propre. Déjà, on se rend compte d'un truc quand même. C'est pas des zouzous les frontières. À chaque fois, dans les deux cas, non mais c'est des courbes particulières, c'est pas tordu en fait. En fait, là, manifestement, c'est des segments en fait. D'accord? Donc, ma première frontière, en fait, elle est comme ça. D'accord? À 0,77 volts. Et ma deuxième frontière, elle est en fait comme ça. À moins 0,07 volts. D'accord? Et ce que je sais, c'est que j'ai donc le fer solide en dessous. J'ai Fe2+ ici, à queue. Et j'ai Fe3+ à queue ici. D'accord? Ça, c'est la vraie allure. Ça commence à ressembler à ça. La question, c'est comment est-ce que je fais comment est-ce que je fais pour déterminer quand est-ce que ça bascule? Qu'est-ce qui change? D'accord? Alors là, on va faire deux calculs supplémentaires. Le premier, c'est le calcul de la frontière verticale. Si vous avez une frontière verticale, ça signifie que entre Fe3+ et FeOH 3 fois, vous n'avez pas de relation d'oxydoréduction. On est d'accord là-dessus? Petite remarque, quand même, ça c'est extrêmement important pour les plus formalistes d'entre vous, on va dire. Vous voyez l'équation de Nernst? 0,06, c'est divisé par quelque chose. C'est quoi le truc? C'est le nombre d'électrons qu'il y a dans l'équation, la demi-équation redox. Que vaut Ne si jamais c'est pas une équation redox? Oui, ça vaut 0. Donc ça fait quoi comme pente? Bah, ça fait un truc qui vaut plus l'infini. D'accord? Donc en fait, le fait d'avoir une pente verticale est une espèce de prolongation bizarre de ce qui se passerait si Ne valait 0 dans l'équation de Nernst. E vaudrait l'infini, donc c'est un peu bizarre, c'est une espèce de Dirac un peu étrange. D'accord? Donc, on va regarder comment ça marche, la détermination des frontières verticales, et ensuite on se tapera le cas le plus compliqué, à savoir la frontière entre FeOH 3 fois et Fe2+. On y va. Entre Fe3+ et FeOH 3 fois. C'est le seul truc compliqué. Le seul truc compliqué dans cette histoire, c'est de savoir entre deux espèces si vous êtes en train de regarder un couple redox ou un autre truc. D'accord? Si vous avez fait bien votre boulot avec les NO, vous savez qu'entre Fe3+ et FeOH 3 fois, c'est un 3 là quand même, c'est pas mal, ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Pourquoi? Parce que le fer a le même nombre d'oxydation dans les deux. Et donc, a priori, c'est pas une réaction redox, ça. Ça, c'est une réaction de quoi, en fait, entre les deux? C'est quoi?
C'est pas une dissolution, ça s'appelle pas comme ça. Enfin, ça dépend dans quel sens on le fait, mais c'est pas si faux que ça, dissolution. C'est pas le mot que j'attends, plus exactement. Ouais. C'est une précipitation, c'est dans l'autre sens. Mais je valide que dissolution, ça marchait. Dans l'autre sens. D'accord. Et d'ailleurs, on va écrire la dissolution par ailleurs, donc voilà. Mais c'était le mot précipitation. Donc ça, c'est une réaction de précipitation. Je rappelle que vous avez que 3 chapitres à connaître. Acide-base, précipitation, redox. C'est pas redox, c'est manifestement pas de l'acide-base, même si c'est de la précipitation avec du OH, donc bon, ça va dépendre du pH, mais on va trouver ça, d'accord? Alors, on a une réaction de précipitation. Et que je vais écrire dans le sens de la dissolution, comme d'habitude, FeOH 3 fois solide, équilibré avec Fe2+, Fe3+, pardon, aqueux, plus 3OH- aqueux. Vous vous souvenez de comment ça fonctionne? Alors, l'idée est la chose suivante. Ici, la frontière verticale est positionnée exactement comme ce qu'on a fait à la fin du chapitre de précipitation. Elle est positionnée au pH d'apparition de FeOH 3 fois. D'accord? Donc ça, c'est le truc important à savoir. La frontière est située au pH d'apparition de FeOH 3 fois solide. Alors, petite remarque, j'ai les données thermodynamiques sous les yeux et j'ai vachement de bol parce que le fer, je l'ai. Le pKs de ça vaut 19. Non, le pKs de ça vaut 38,7, pardon. Voilà, d'accord. Je vous rappelle, et on va refaire le calcul ensemble, comment on fait pour trouver le pH d'apparition. Donc, à la fin du chapitre sur la précipitation, j'ai fait un paragraphe assez long qui s'appelait « Cas des hydroxydes métalliques », je ne sais pas si vous vous souvenez. Ici, on va faire la même chose, mais avec une rédaction plus expéditive. D'accord ? Donc, on va faire la chose suivante. Pour faire le calcul, on se place pile poil à l'apparition du précipité. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez formé une molécule de FeOH 3 fois. Ce que ça vous raconte, c'est donc que la concentration Fe3+, c'est toujours C0. Elle n'a pas été bouffée par ça. Mais que le précipité existe et que vous êtes à l'équilibre. Donc vous êtes à la saturation, donc vous pouvez écrire que Q est égal à Ks. D'accord ? Donc, on se place juste à l'apparition. On est à l'équilibre et à la saturation. Donc, on va écrire que Q égale Ks. Autrement dit que la concentration en Fe3+, fois la concentration en OH- au cube est égale à Ks. On est au clair là-dessus? Ça vaut combien? Si on est juste à l'apparition. Toujours le même que tout à l'heure. Ça vaut toujours C0, ça n'a pas changé. Et donc, vous retrouvez avec le fait que la concentration en OH-, c'est égal à Ks divisé par C0. Pardon, autant pour moi. Le tout à la puissance 1/3. D'accord? Et donc, ça vaut, on va faire ça un peu à la louche, Ks c'est 10 puissance moins 38,7. D'accord? C'est bon. C0 c'est 10 puissance moins 1. Donc à l'arrivée, l'ensemble, ça va faire 10 puissance moins 37,7. D'accord? Donc ça fait 10 puissance moins 37,7, le tout à la puissance 1/3. Ça, j'en sais rien, moi ça fait 10 puissance moins 12 et des patates, quoi. Allez, 12,5. Allez, 12,6 à la louche. On va dire que c'est 37,8 et ça fera un truc. Oui, mais c'est pas divisible par 3 à 317, alors que 318 c'est divisible par 3. On est d'accord là-dessus? Que la concentration de H- vaut ça? Et donc ça vaut combien le pH? On va voir si vous avez 2-3 réflexes en acide base. Ouais. Raté, ça c'est POH qui vaut 12,6.
Ouais. C'est à moi de faire les calculs en plus. 1,4 effectivement. D'accord? Donc, mon pH vaut 1,4. On est d'accord là-dessus? Voilà l'idée. Donc, en gros, si je continue à faire mon diagramme potentiel pH de la même façon que tout à l'heure, donc je reprends mes deux frontières. Vous vous souvenez, j'avais ma frontière ici, comme ça, à 0,117 volts. J'avais ma frontière en dessous à moins 0,07 volts. D'accord? Et ça signifie en fait que j'ai une frontière quelque part, là, à pH égale 1,4. Petite remarque, ça va dépendre de la valeur de C0. Vous voyez que si j'avais pris un C0 à 1 mol par litre, j'aurais eu un petit décalage. Ce n'est pas des décalages énormes, surtout quand vous avez des grosses puissances comme ça. Mais grosso modo, vous avez un petit décalage. On est d'accord là-dessus? Ça aurait rajouté 0,3 ou enfin diminuer 0,3. D'accord? Maintenant, la dernière question. Donc, si je remets mes espèces, là, je sais que j'ai Fe3+, là, je sais que j'ai Fe2+, là, je sais que j'ai Fe, et là, il se passe un truc. Alors, je commence à manquer de couleur, mais c'est pas grave, je vais... Faut que Benjamin soit là pour utiliser le vert. Voilà. Hop là. La question, c'est cette frontière-là, elle a quelle tronche, quoi? D'accord? C'est la frontière entre qui et qui? Entre FE, OH 3 fois, Et Fe2+. Ouais. D'accord? On est d'accord là-dessus? Bon. Alors, ce qu'on va vous demander donc, petite remarque. Théoriquement, c'est sur un problème de potentiel pH un peu standard de deuxième année, enfin, donc de première, enfin, c'est la même chose. Là, déjà, vous avez fait quasiment tous les calculs possibles avec ce quatrième-là. Donc, en gros, en général, vous aurez le diagramme posé, on vous dira justifier la pente de ce truc-là, justifier le machin, etc., etc. D'accord? Je parle de pente parce qu'en fait, sans vouloir vous spoiler la fin, toutes les frontières seront en fait des segments. Pour l'instant, on n'est tombé que sur des segments horizontaux et des segments verticaux. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de H+, dans l'équation bilan. Quand il y aura des H+, dans l'équation bilan, il y aura un log de H+, donc il y aura un pH. Et donc le potentiel dépendra du pH. On est clair là-dessus? Bon, on y va. C'est le dernier calcul. C'est juste pour montrer comment ça fonctionne. Après, on fera des exercices là-dessus. C'est pas extrêmement compliqué, mais voilà. Donc, dernier cas, entre FeOH 3 fois solide et Fe2+. Le seul truc important à comprendre... Oui, je vais avoir 1 minute pour faire ça, on est d'accord? Bon, bah, je vais pas le faire. Donc, si, enfin, je vous demande ce qu'on va faire. Non, mais c'est pas grave, on finira ça jeudi, puis je vous montrerai le vrai diagramme jeudi. Le truc chiant ici, c'est que vous devez avoir un truc où il y a des OH- partout, mais vous devez forcer l'équilibrage en milieu acide pour pouvoir écrire Nernst. Je vous rappelle que Nernst s'écrit toujours avec l'équilibrage en milieu acide. Autrement dit, vous devez remplacer les OH- par les H+, etc., etc. Et on va trouver un certain nombre de choses, et il y aura la dernière règle et le dernier théorème qui vous donne directement la valeur de la pente de truc, mais il nous reste 2 heures de cours jeudi et 2 heures de cours vendredi. Il n'y a aucun problème, on finira sans problème. Je t'écoute, Alicia. C'est TP demain, oui. Mardi, c'est demain. Et vous avez TP demain. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je vous envoie des mails le week-end? J'ai pas dit qu'il fallait amener sa blouse dans le mail du week-end? Si, je l'ai dit. Peut-être pas. Peut-être pas, mais vous avez dit de ramener la blouse. Ouais, je l'ai dit, d'accord, ok. Je ne l'ai pas écrit dans le mail de ce week-end, alors. Pas de problème. Voilà. Mais en tout cas, vous avez TP de chimie demain. Ramenez votre blouse.